Et coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien déjà avant tout. Et puis aujourd'hui on va se retrouver pour un exercice un peu particulier puisque c'est un exercice qui va permettre de tester notre mémoire de lecteur. Alors, d'où me vient cette idée? En fait, je l'ai piquée sur la chaîne de Flowfly, qui est une chaîne que j'apprécie beaucoup parce qu'il présente des lectures très variées, très différentes en général. Il lit des classiques, du contemporain, enfin ce n'est pas ce qu'on trouve en général, on va dire, dans les plus jeunes générations, où c'est souvent du young adulte ou de la SFFF. Donc il y a vraiment tout et n'importe quoi. Alors si vous ne connaissez pas déjà, je vous la conseille. Et lui-même a repris l'idée d'une autre chaîne, comme d'habitude, je vous mets de toute façon tous les liens en note. Voilà. Alors en quoi consiste cet exercice? Alors d'abord il faut avoir une liste de tous ces livres lus et ensuite en prenant un randomizer, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vous savez, sur internet on trouve facilement, c'est-à-dire qu'ils choisissent des numéros au pif pour vous, et bien il vous sort des numéros et vous allez chercher le livre qui correspond à ce numéro. Alors du coup j'ai transféré toutes mes lectures que j'avais sur Babelio, parce qu'en fait on peut le faire en export. Bon, c'est pas terrible, mais enfin c'est pas terrible parce que c'est moche et puis c'est un peu le bordel, hein, faut dire les choses comme elles sont, mais en enlevant certaines colonnes et puis en essayant de nettoyer un petit peu, ça m'a permis d'avoir un tableau quand même un petit peu propre, surtout que, eh bien, au final les livres lus, j'en ai 1025. Donc si j'avais dû faire ça à la main, sincèrement, je l'aurais pas fait, hein, clairement. Voilà. Alors 1025, je préfère quand même prévenir tout de suite que dans les 1025, il y a quand même beaucoup de BD, mangas, des séries, des sagas. Donc je pense que si je tombe sur un tome en plein milieu, je vous parlerai de l'ensemble parce que c'est vrai que sinon c'est un petit peu compliqué. Et est-ce que je vous ai expliqué en quoi l'exercice consiste? Alors, en fait, les livres sur lesquels vous tombez, il faut essayer d'expliquer l'histoire pour voir si oui ou non, en gros, vous avez une mémoire de poisson rouge. Voilà. Me connaissant, j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Parce que c'est pas que j'ai pas de mémoire en fait, j'ai une très bonne mémoire pour certaines choses et pas du tout pour d'autres. Alors je sais pas si c'est une mémoire sélective, si c'est par rapport au temps, parce que c'est vrai que c'est souvent quand je pense à beaucoup de choses, donc c'est la mémoire immédiate que j'ai tendance à perdre, alors que les choses anciennes, peut-être parce que ça se mélange pas avec d'autres choses, je retiens plus facilement. Alors du coup, ça devrait marcher avec les bouquins. Autre chose, pourquoi j'ai décidé de faire cet exercice, en fait c'est pas juste pour continuer de parler de livres, mais parce que quand j'ai vu en plus que j'en avais 1025, je me suis dit depuis que j'ai cette chaîne, j'ai l'impression en fait de souvent parler des mêmes livres. C'est pas forcément le cas, mais moi j'en ai l'impression parce que c'est mes lectures les plus récentes forcément, puisque cette chaîne a 3 ans, donc je vais pas vraiment au-delà. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire les tags pour revenir sur d'anciennes lectures, mais je me suis rendu compte aussi que avec 1025 lectures, il y en a certainement plein auxquels je n'ai pas pensé et que je ne vous ai pas encore présenté. Alors comme ce sont des numéros choisis au pif, forcément, vous allez peut-être tomber sur des livres dont je vous ai déjà parlé. On verra bien du coup si je m'en rappelle, ça se trouve un truc que j'ai lu il y a un an, je vais pas m'en rappeler, même si grâce à cette chaîne, comme j'en parle, j'ai plus de chances de m'en rappeler quand même. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Pour pas qu'on passe trop de temps justement sur la sélection des numéros, je l'ai fait pendant que je prenais mon petit déjeuner. Donc là j'ai ma petite liste de numéros. Et comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image et vérifier si vous voulez. Et puis du coup je vais prendre mon petit café en même temps qu'on fait ça ensemble. Voilà, et en tout cas j'espère que ça vous plaira. Et puis si vous voulez le faire, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, les liens, enfin comme d'habitude quoi, hein. Voilà, une petite gorgée et puis on y retourne. Alors le premier numéro, il s'agit du numéro 20. Bon, c'est bien, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Le numéro 20, il s'agit de... Oh, La Dame à la licorne de Tracy Chevalier. Alors la Dame à la licorne, forcément je me rappelle l'histoire parce que je l'ai lu il y a quelques mois et j'en ai parlé sur ma chaîne. C'était le deuxième ou le troisième, je crois le deuxième livre que j'ai lu de Tracy Chevalier et que j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre? C'est un livre en fait qui nous raconte l'histoire de la création de la fameuse tapisserie de la Dame à la licorne. Donc, avec des personnages fictifs, ça nous permet de nous replonger dans cette époque. Donc, c'est au Moyen-Âge, mais je me rappelle plus les années exactement du coup. Il me semble que c'est le 14e siècle, hein, si je dis pas de conneries. Bon, j'en dis souvent, mais ça... ça ne nous concerne pas tout de suite, mais je crois que c'était 1300 et quelques, ça devait être dans le 14e siècle, peut-être fin 14e. Et ce dont je me rappelle de l'histoire, c'est surtout parce que c'est aussi la partie qui m'a le plus plu,
tous ces détails sur les ateliers, sur les fabrications de tapisseries, sur comment ça fonctionnait, comment fonctionnait aussi le commerce, en particulier avec la Belgique à l'époque, puisqu'effectivement il y avait beaucoup de commerces qui transitaient par des régions belges, par en fait tout ce qui était aux alentours, puisque les frontières ne sont pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était une plateforme commerciale importante, surtout pour tout ce qui était artisanat. Ça, je me rappelle des cours à la fac. et c'est vrai que du coup, c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu et qui me plaît en général chez Tracy Chevalier, puisque souvent elle revient sur dans ses romans historiques sur des arts ou sur des découvertes, et donc elle nous détaille beaucoup l'époque et le travail qui est fait. Voilà, moi c'est quelque chose que j'adore justement dans les livres historiques, c'est vraiment le point que je préfère. À côté de ça, ce livre m'a quand même un peu moins plu que les deux autres que j'ai lus d'elle, parce que j'ai trouvé les personnages un peu caricaturaux et surtout assez imbuvables pour certains et peu crédibles. Voilà. Ça, je pense que je vous mettrai peut-être le lien quelque part sur ce que j'ai raconté sur ce livre-là. Comme ça, vous aurez plus de détails. Mais j'avoue qu'il y avait certaines choses où j'ai trouvé que ça collait pas du tout à l'époque. Pas la description, pas les situations, pas l'histoire en elle-même, mais vraiment les caractères des personnages où je me disais... ouais, mais vraiment pas crédible. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu dérangé. Mais après, tout le reste de l'histoire, franchement, je me suis régalée. Et celui que j'ai préféré pour l'instant de cette autrice, c'est Prodigieuse créature, qui lui se penche plus sur la paléontologie, voilà, et des découvertes par des femmes, des découvertes réelles par des femmes qu'on a un petit peu oubliées depuis. Voilà, bah écoutez, je m'en sors plutôt bien. Bon, en même temps, c'est un peu normal, hein, celui-là, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Deuxième numéro, il s'agit de 625. Alors 625, faut descendre un petit peu. 625. Alors 625. Oh, il s'agit de La Ligne Verte, tome 4. Alors, comme c'est le tome 4, je vais vous parler de l'ensemble. La Ligne Verte de Stephen King, je pense que beaucoup connaissent. Si ce n'est le roman, au moins le film. Et puis pour une fois, enfin pas pour une fois parce que c'est pas la seule fois, mais disons que ça fait partie des rares cas où une adaptation littéraire est absolument géniale. Et dans ce cas-là, le bouquin est génial, l'adaptation cinématographique est géniale. Si vous n'avez vu ou lu aucun des deux, plongez-vous au moins dans le des deux. Voilà, si vous n'avez pas envie de le lire, alors regardez le film. Et si vous n'avez pas envie de regarder le film, lisez le livre. Mais franchement, il est génial. Alors la ligne verte, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait d'une histoire de condamnés à mort, puisque la ligne verte, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent le couloir qui mène vers les chaises électriques, puisqu'en fait, là où ils ont les cellules avec les personnes qui attendent d'être tuées en fait par la société, hein, parce que c'est ce qui se passe, en fait, c'est un couloir en fait vert qui va vers la salle où il y a la chaise électrique. Et donc, il y a des personnes qui restent là pendant des années avant d'y passer, quoi. Et donc, qui attendent juste que ça se termine, plus ou moins. Et donc, cette histoire-là va nous raconter... c'est du Stephen King, donc forcément, il y a un peu de fantastique. Mais c'est vrai que ça revient surtout sur... comment dire, sur certaines façons de penser de la société, sur ce que les gens pensent de certains criminels, sans condamner, mais sans non plus... Sans non plus, comment dire, il n'y a pas vraiment de parti pris dans le sens où ça reste très humain. C'est en ça que ce bouquin est magnifique, parce qu'on nous montre le côté des condamnés et le côté des personnes qui travaillent dans ces couloirs, qui d'une certaine façon essayent quand même de faire au mieux leur travail, alors que c'est, je sais pas si tout le monde aimerait faire ça, même en ayant un grand criminel devant soi, mais... de là à aller tuer la personne, c'est quand même deux choses différentes, voilà. Et puis de savoir aussi ce qui va leur arriver, même si on ne le fait pas personnellement. Et du coup, ça présente justement les deux côtés, mais aussi le bon et les mauvais d'un côté, c'est-à-dire de celui des gardes, mais aussi de celui des prisonniers, parce qu'il y en a certains, je suis désolée, mais ils méritent ce qui se passe, voilà. Et du coup, on va avoir une histoire très humaine, très détaillée, un petit peu tranche de vie, ça fait bizarre de dire ça vu le contexte, mais tranche de vie avec ses prisonniers et ses gardes, avec des bons jours, des mauvais jours, etc. Mais en sachant tous qu'est-ce qui attend au bout de la ligne verte et donc qu'est-ce qui va attendre certains des personnages, voilà. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée. Alors à l'époque, c'est pour ça que j'ai le tome 4, je les ai lus parce que c'est sorti, vous savez, par épisode. C'est-à-dire que je crois que ça a été l'un des premiers livres qui a été fait comme ça, ou en tout cas, ça n'avait pas été fait depuis des années. Et quand c'est sorti, ils le faisaient dans, vous savez, la petite collection là, qui fait 2 € maintenant. À l'époque, je crois que c'était 10 francs. Et il y avait eu 6 volumes.
Et donc c'était sorti toutes les, je sais plus, c'était tous les mois, ou enfin c'était quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'était régulier. C'est pas comme un écrivain qui va écrire un deuxième tome quand le premier est sorti. Voilà, là en fait l'histoire était terminée, juste ça sortait par épisode. Un peu comme à la radio, un peu... Et j'étais complètement accrochée à l'histoire, d'autant plus que bon, il y avait une petite souris, mais ça, bon, je pense que quand on aime les animaux, ça rajoute un personnage qui a quelque chose de très innocent dans ce milieu-là et très nécessaire justement. Et voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai donné mon impression avant même de vous parler de l'histoire, donc je vais pas passer 3 plombs dessus. Pourquoi je m'en rappelle aussi bien alors que j'ai lu il y a 30 ans, un truc dans le genre, bah parce que, bah oui, entre temps j'ai vu le film et puis je l'ai revu il y a pas longtemps, donc forcément, voilà, là pour le coup la mémoire, elle a été rafraîchie régulièrement. Chiffre suivant, il s'agit de 409. Alors 409, qu'est-ce que c'est? J'ai la surprise avec vous, hein. Alors 409, oh là, Love Hina. Alors là on est dans du manga, Love Hina. Ouais, j'ai lu ça il y a super longtemps. Il y avait 20 et quelques tomes, je crois. Et c'était une histoire très typique des mangas japonais des années 90. Bon, après, j'imagine que ça se fait encore, mais c'est juste que c'est plus ce que je lis. Vous savez, où il y a des petites histoires d'amour, là. Alors, si je me rappelle bien... attendez, il me faut 30 secondes quand même pour me... Ah, mais si, je me rappelle quand même un minimum. Il me semble que c'était une dame qui avait une pension et qui devait recueillir son fils ou son petit-fils. Ça devait être son petit-fils, je pense, parce que ses parents avaient eu un accident et étaient décédés. Sauf que cette femme a une pension de jeune fille. Et donc, bah, le jeune homme, c'est le seul garçon du tas. Et donc forcément, les jeunes filles, elles vont être toutes wouh, voilà, parce qu'il me semble que c'était des ados. Ouais, ça devait être des ados, donc ils devaient avoir peut-être dans les 14-15 ans. Et bon, vous savez, à cet âge-là, ça part un petit peu. Et donc, du coup, c'est toutes les petites histoires autour de toutes ces filles un petit peu folles. Et puis toujours avec les trucs un peu extrêmes dans les mangas, avec toujours des situations cocasses, avec des quiproquos. Et puis bien sûr, toujours le garçon un peu ridicule et qui est toujours... ébahi parce qu'il y a toutes ces jeunes filles autour de lui. Enfin voilà, je pense que si vous connaissez les dessins animés, les mangas des années 90, vous reconnaissez un petit peu l'ambiance assez typique de cette époque-là. Voilà. Et puis je crois que c'est un genre spécifique, mais je sais plus... ça craint, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc voilà pour Love Hina, c'est à peu près tout ce dont je me rappelle et je suis surprise justement que je m'en rappelle. Alors le suivant, 274. Alors 274, on redescend... oulala, eh ben on est toujours dans le manga avec Psychomètre Eiji. Il me semble que c'était un truc avec des enquêtes policières. Vous savez, le truc où il se passe des choses dans la ville et puis là d'autres services va un petit peu faire le super-héros et faire des enquêtes dans le voisinage. Mais en fait, j'en suis pas sûre. Oh merde. Pourtant, je vois bien la couverture. Hein. J'ai bien l'image de la couverture en tête. Mais alors, l'histoire... Bon, en plus, là, je suis tombée sur le tome 6. Alors, vous doutez bien que le tome 6, je sais plus du tout de quoi ça parle. Eh ben voilà. On en restera là. Alors, le suivant, c'est 364... 364... Bah, décidément, on reste dans le manga. City Hunter. Alors, City Hunter, par contre, si vous voulez essayer un manga qui a des histoires franchement intéressantes, très intrigantes et énormément d'humour, je vous conseille City Hunter. Je sais pas ce que les voisins foutent, alors désolé pour le bruit. Bref, parce que j'entends des raclements et des coups, alors je sais pas trop ce qui se passe, à mon avis, ils doivent être en train de bouger des trucs. Bref. City Hunter, il me semble qu'ils en ont fait des films, je les ai pas vus. Le dessin animé, bizarrement, je ne l'aimais pas trop quand il passait à la télévision. Et c'est vraiment quand j'ai lu les mangas, parce que alors je sais pas si c'est à cause de la censure ou parce qu'ils ont changé des trucs, mais alors le manga, il est à mourir de rire. Et je ne l'ai pas relu depuis, donc c'est pareil. Alors je l'ai dû le lire il y a 25 ans. Ouais, ça devait être ça, il y a 25 ans. Faut que je fasse gaffe parce que des fois j'oublie mon âge. Et du coup, l'histoire de base, City Hunter, c'est une sorte de chasseur de primes
C'est un chasseur de primes mais qui est très obsédé, très peu conventionnel, qui fait un peu tout et n'importe quoi, mais comme il fait toujours son job impeccablement bien, il arrête des méchants, il arrête des cambrioleurs, des tueurs, enfin tout ce qui est méchant quoi, voilà. Donc du coup il a beaucoup de succès auprès des femmes, beaucoup de succès aussi si je me rappelle bien auprès de la police, puisque je crois qu'il est en, je sais plus s'il est en relation avec eux ou ça fait longtemps mais c'est vrai que je me rappelle quand même un minimum des grandes lignes et qui va avoir un jour une femme, Kaori, qui va travailler avec lui et bien entendu il va y avoir toute leur histoire d'amour qui se développe. Mais en dehors de ça, franchement moi j'avoue que je crois que c'est l'un des rares mangas où je me suis retrouvée mais vraiment à me taper des barres de rire, à pleurer toute seule. Voilà. Donc sincèrement, si vous avez l'occasion, moi je vous conseille d'essayer, surtout si vous êtes dans un moment où vous avez besoin d'un petit peu d'humour ou quelque chose d'un petit peu, voilà, qui vous allège un petit peu l'esprit. Ouais. Franchement, essayez. Alors, le dessin animé, du coup, je ne conseillerais pas, parce que perso, je le trouve un petit peu naze. Et les films, bah, je sais pas ce qu'ils donnent. Voilà. Donc, ça, je peux pas vous le dire. Alors, on continue avec 944. Alors, 944, il s'agit de... 944 ? Ah oui, 944. Il s'agit de Souvenirs de Philippe Dick. Alors, Souvenirs de Philippe Dick, il s'agit d'un recueil de nouvelles, donc de l'auteur Philippe Dick, que j'ai découvert justement avec ce recueil, puisque j'en avais beaucoup entendu parler. Il est très très connu pour ses livres de science-fiction assez particuliers, qui ont aussi inspiré beaucoup de films, comme Minority Report, comme Blade Runner, comme enfin beaucoup de grands classiques. Et entre autres Matrix, puisque s'il n'a pas écrit l'histoire qui a inspiré Matrix, c'est sa façon de voir les choses qui ont inspiré Matrix en fait. Alors ce recueil en particulier comporte des histoires dont je ne me rappelle pas complètement, mais juste la première qui a donné un film que j'ai vu et dont je ne me rappelle plus le titre, donc je vous mettrai le titre ici quelque part, mais il me semble que c'était l'histoire d'un homme qui sortait de chez lui pour aller travailler au bureau et qui chaque jour voyait des choses bizarres dans son jardin, et qu'il lui semblait de plus en plus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il avait lui l'impression d'être dans une bulle ou plutôt en dehors d'une bulle et qu'il voyait tout ça se passer devant lui comme lui en fait, comme si lui il faisait partie d'autre chose, d'un autre monde, jusqu'au moment où sa réalité va commencer à s'effondrer et qu'il va commencer à sortir de cette hallucination pour en fait voir la réalité telle qu'elle est, faite de poussière et de choses qui s'écroulent. Voilà, c'est à peu près l'image que j'ai en tête. Et alors le pourquoi du comment, je ne me rappelle plus du tout. Ça fait un moment aussi, mais je pense que cette histoire m'a marquée parce que si je me rappelle bien, c'est la première et que donc c'était la première fois vraiment que je rentrais dans l'univers de Philippe Dick en littérature, puisqu'en fait j'avais déjà vu pas mal de films inspirés de ses livres, mais je ne savais pas que c'était de lui, voilà. Et que j'avoue que ça m'a pas mal marqué et il est devenu depuis un de mes auteurs préférés, même si je n'en ai pas non plus, enfin j'ai pas tout lu quoi, hein, j'en ai lu quelques-uns, mais sa façon, j'avoue, de voir le monde, me parle beaucoup, voilà. Donc personnellement c'est un auteur que j'aime beaucoup. Par contre je pense que c'est le type de littérature, ça passe ou ça casse. Voilà, il y a des gens qui adorent et il y en a qui n'aiment pas du tout. Voilà, je vois par exemple ma mère, elle n'aime pas du tout, alors que moi j'adore. Enfin c'est un peu clivant en fait, parce que c'est une littérature en fait où si on se met pas vraiment la tête dedans, c'est zarbi quoi, il faut dire ce qui est, hein. Donc voilà pour Philippe Dick qui en fait était mon premier. Alors ce que je fais maintenant c'est que je les barre au fur et à mesure. Ah oui, et puis entre temps pendant la petite coupure j'en ai aussi éliminé 2 parce que je suis retombée 2 fois sur les mêmes séries de mangas, donc ça servait à rien, donc j'ai repioché 2 autres numéros pour compenser. Alors j'espère qu'on va pas encore tomber sur ça. Voilà, donc numéro 44, on n'a pas déjà fait le 44? Ah non, c'est 944. Alors, vous voyez la mémoire que j'ai un peu, hein. Oh, Terreur à Smokolo de Catherine Arden. Alors, ça je vous mettrai le lien parce que j'ai déjà parlé de ce bouquin puisque j'ai lu l'année dernière, que j'en ai parlé sur ma chaîne, que c'était dans le cadre, il me semble, du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'en ai parlé à plusieurs reprises. Alors, est-ce que je me rappelle de l'histoire à peu près? Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, je sais plus en fait si c'est une petite fille ou une jeune fille, mais je crois qu'elle a 10-12 ans,
qui a perdu sa maman dans un accident d'avion et qui vit avec son père qui est un petit peu en dépression. Enfin, bah, c'est pas une situation évidente pour un enfant, mais pour un adulte non plus. Et elle va aller en voyage scolaire, visiter une ferme, il me semble. Mais comme la couverture le montre très bien, en fait, cette ferme est pas hantée, mais en fait, il se passe des choses bizarres. Et elle va se perdre avec deux de ses camarades d'école et donc on va suivre ses aventures, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Et un petit peu à la façon des... Oh là là, c'était quoi ces livres dans la collection rose? Enfin, des petits détectives, quoi, qu'on a souvent dans ce genre de littérature jeunesse. Bah, du coup, il va falloir résoudre un petit peu le schmilblick. Alors, personnellement, et pourtant je l'ai déjà mentionné, je suis pas du tout livre jeunesse, à la base c'est pas mon truc, et ça m'attire pas, mais celui-là, c'est vrai que j'en avais pas mal entendu parler, et puis le contexte me plaisait bien, j'étais dans une période où je voulais pas lire quelque chose de compliqué, je voulais pas me prendre la tête et vite rentrer dans une histoire, et franchement, il a été génial. J'ai adoré ce bouquin. Pourquoi? Alors pas seulement parce que c'est simple à lire, mais faut pas croire, l'histoire est très très bien montée. C'est pas simpliste, voilà, c'est ça que je trouve important, c'est pas simpliste du tout. Il se passe beaucoup de choses qu'on a envie de suivre, et surtout, bizarrement, surtout pour moi qui adore les trucs d'horreur, et ben je trouvais qu'il y avait certaines choses quand même dans ce livre qui foutaient un peu les chocottes quand même. Voilà, quand on se met bien dans le contexte, et pas que pour des enfants. donc en gros, j'ai trouvé que c'était super bien foutu. Pour moi, c'était une très très bonne surprise. Voilà. Mais pareil, je vous mets le lien parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, donc on va pas s'attarder 3 plombs dessus. On passe à 288. Je vous dis les chiffres comme si ça allait vous aider à comprendre quelque chose, mais c'est pas grave, vous faites avec. 288, ah merde, on est reparti sur un manga. Hikaru no Go. Alors Hikaru no Go, ça avait eu beaucoup de succès. Je crois quand j'avais je devais avoir 18-19 ans quand c'est sorti. Et si vous connaissez pas le jeu de Go, en fait, c'est un espèce de jeu stratégique qui était très utilisé dans la stratégie militaire aussi dans d'anciennes périodes historiques. Il me semble que ça existe au moins depuis la période Heian, hein, donc c'est un jeu qui est très vieux, voilà. Où vous bougez en fait des pions qui ressemblent à des jetons noirs et blancs et que vous placez pas sur les carrés, contrairement à chez nous, mais sur les intersections de carrés. Et en fait, le but, c'est de bloquer l'expansion de l'adversaire. Entre autres, je me rappelle pas de toutes les règles, j'ai joué 1 ou 2 fois dans ma vie, c'est tout, mais c'est vrai que quand celui-ci est sorti, j'imagine qu'il était très bien écrit parce que je me suis complètement mise dedans. On se retrouve avec un enfant qui va jouer au Go dans un club de Go à l'école, je crois, et qui, comme dans tous ces mangas sur les jeux, le sport, machin, eh bien on suit son histoire jusqu'à la grande victoire, puisque le but en fait c'est de suivre des matchs dans chaque tome, où en fait la tension est palpable, où on passe 15 pages sur le même mouvement. Vous savez, c'est un peu comme Olivier Tom qui prend 3 épisodes à marquer un but. Voilà. Je dis ça en rigolant, mais faut avouer que quand on est captivé par le truc, on suit. C'est pour ça que ça a un succès fou. Donc j'en rigole, je me moque un peu. Ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, et ils savent très bien comment accaparer en fait l'attention des gens. Voilà. Est-ce que je me rappelle d'autres choses? Absolument pas. Est-ce qu'il y avait autre chose dans l'histoire? Eh ben je sais plus. Mais je me rappelle juste du jeu de Go. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais essayer d'apprendre à jouer au Go. Que j'aurais bien voulu apprendre. D'ailleurs, j'avais un ami qui m'avait offert un set pour jouer. Le problème, c'est que j'avais pas vraiment d'endroit où aller pour apprendre. J'avais personne avec qui apprendre à jouer. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. C'est un peu comme les échecs que j'ai jamais appris à jouer et qu'un élève m'a appris juste pour qu'on fasse une partie il y a 4-5 ans. Voilà, c'était la première fois et la dernière fois que j'ai touché à des échecs. Voilà. Mon expérience, si vous avez de l'expérience d'ailleurs sur le Go ou ce genre de choses, parlez-moi-en parce que c'est vrai que ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui ont eu l'occasion de pratiquer ce type de sport intellectuel, comment on appelle ça, sport cérébral? Enfin, c'est le cerveau qui bouge, hein, c'est pas le reste. Hein. Alors, prochain numéro. Ah, alors ça, c'est le 288, d'où l'intérêt de rayer. Le prochain, c'est 913. 913, donc qui est loin. On déroule le petit bidule. 913. 913. Ah, oula, où ça date ça. Le codex de Preston Douglas. Alors, si vous connaissez Preston and Child, c'est un duo d'auteurs
qui écrivent des livres d'enquête policière et j'en avais lu un dont ils ont fait un film et c'était Relique, je crois, Relique, un truc dans le genre. Bref, c'était le premier, je crois, qu'ils avaient écrit ensemble et que j'avais trouvé assez sympathique. C'est-à-dire que ce sont des enquêtes policières. Moi, j'aime bien à l'occasion, mais il y avait un côté très dark et un côté aussi fantastique puisqu'il y a des histoires un peu de monstres et de malédictions mélangées avec de l'archéologie, de l'histoire, des musées. Enfin, il y a tout un contexte, moi, qui me plaît beaucoup et avec des personnages assez hors normes. Donc, ça rajoute encore et effectivement du coup j'avais bien aimé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup c'est ce qui fait que quand j'ai vu que Preston Douglas avait aussi écrit des livres tout seul sans son binôme, je me suis dit tiens je vais tester et puis je vais bien voir ce que ça donne. Donc j'ai choisi le Codex. Le Codex c'est, alors je me rappelle que c'était une histoire d'expédition en Amazonie pour trouver un codex. Le problème c'est que l'Amazonie c'est grand, alors est-ce que c'était un codex? Ça devait être un codex Maya? Je ne sais plus. Mais normalement en Amazonie, cette région-là, c'est plutôt les Incas. Mais bon, je sais plus, c'est pareil, je l'ai lu il y a longtemps, ben, je l'ai lu, j'étais encore à Montpellier, hein, donc ça date d'il y a au moins 25 ans. Et du coup, peut-être 25 ans? On s'en fout. Je vais pas passer 3 plombes à chercher l'année. Et donc en fait cette expédition, il me semble que c'était les 3/4 du livre en fait, puisque tout se passait en Amazonie, qu'ils allaient chercher, ça faisait très Indiana Jones en fait. Ça faisait très Indiana Jones. Est-ce que je me rappelle des détails de l'histoire? Pas vraiment, juste que c'était un mec qui devait aller chercher un codex qui éventuellement avait une malédiction, parce que je crois qu'ils aiment bien les malédictions dans ce genre d'histoire. Et que en fait ce dont je me rappelle beaucoup c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Il me semble que l'auteur, je ne sais plus s'il a travaillé dans ces régions-là ou s'il a justement étudié ces régions-là, mais on sentait l'expérience, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout ce parcours dans la jungle, en pirogue, machin, on a l'impression d'y être. C'est-à-dire que pendant que tu lis, tu as l'impression de transpirer et d'entendre les moustiques autour de ta tête. Tu vois, c'est vraiment... tu as l'impression de le vivre, hein. Et je sais que du coup, j'avais bien aimé. Alors pour moi, ça n'était pas le livre de l'année, c'était pas exceptionnel, mais je sais que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le fait d'avoir l'impression d'y être, le fait de... Après, c'est toujours ce côté un peu explorateur super-héros à la Indiana Jones qui fait que, de la même façon qu'on a des bons films popcorn, que moi j'aime bien, parce qu'encore une fois, il y a des fois, t'as pas envie de te prendre la tête, mais juste de regarder, de te détendre, de machin, puis d'autres fois c'est le contraire. Bah dans les bouquins, c'est pareil. Et bah, c'est un peu difficile d'appeler ça un livre popcorn. Mais pour moi, c'est un peu ça. Voilà, c'est-à-dire que ça fait un peu blockbuster, mais version livre. À côté de ça, je sais que j'avais aimé. Donc, ça avait dû être sympa. L'histoire était certainement prenante. Il y avait cette histoire d'aventure et tout. Mais après, est-ce que c'est un livre qui te marque et qui te fait réfléchir? Non, pas forcément. Voilà. Mais je me rappelle juste effectivement de cette ambiance parce que juste, en fait, de lire le titre... Je me suis revue sur la pirogue, hein. Enfin sur la pirogue, normalement c'est comme ça, voilà. Voilà. Et bien écoutez, il nous reste un livre, et puis on aura fait le tour du schmilblick, hein. En tout cas pour aujourd'hui, parce que je pense qu'une dizaine c'est plus que suffisant, hein. D'autant plus que comme d'habitude, je m'attarde beaucoup, et puis voilà quoi, hein. Donc au risque de vous saouler, on va arrêter ça après 10 bouquins. 882. Le secret d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Alors le secret d'Avalon, c'est le tome 3, je crois, des Dames du Lac. Mais ça fait partie de la saga et c'est pas le premier. Donc, déjà, je me rappelle pas du tout ce qui se passe dans le 3e tome par rapport aux 2 autres. Qu'est-ce qui va où? Donc, je vais vous parler de la saga en général. Les Brumes d'Avalon... Je l'ai lu pareil il y a très longtemps et je sais qu'effectivement c'est une histoire autour de Merlin, des chevaliers de la table ronde, mais qui se penche surtout sur le personnage de Morgane et de Viviane et justement de tous ces, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, mais de toutes ces histoires de, pas de malédiction, mais vous savez, d'enfants, enfin de parents dont on ne sait pas que c'est le parent ou les enfants et du coup qui a un destin plus important que ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient être et du coup qui ensuite va donner des problèmes d'héritage et de choses comme ça en rajoutant que même si on est sur les chevaliers de la table ronde et qu'il y a une
partie peut-être véridique, mais il y a aussi tout le côté magique qui va avec toutes ces prêtresses d'Avalon, avec Excalibur, avec voilà. Donc je vais pas forcément revenir sur tout ça. Et en même temps, je me rappelle pas de plus que ça. Voilà. Je sais juste que à l'époque, j'avais absolument adoré. Je m'étais régalée. Je trouvais que c'était hyper bien écrit. Il y avait beaucoup de choses très marquantes, des personnages, d'une ambiance. Du coup, c'est pour ça que je me rappelle pas de l'histoire dans la linéarité, mais plus de... Mais je sais que j'avais passé un très bon moment. Il me semble qu'il y avait une histoire avec un barde. Il me semble. Mais il faut avouer qu'après, justement, c'est ce qui m'a fait aimer les histoires du cycle arthurien. Et qu'après, j'ai lu du Chrétien de Troyes. Qu'après, j'ai lu Barjavel. Enfin, voilà. Barjavel pour l'Enchanteur. Hein, pas ces livres de science-fiction que j'avais déjà lus. Mais du coup, c'est un petit peu ce qui m'a mis dans ce cycle-là. Jusqu'au moment où, en fait, ça m'a saoulée parce que j'en ai trop lu. Voilà, mais du coup je risque un peu de mélanger les histoires, mais au final ça revient toujours au même. Voilà, on est sur le cycle arthurien, tout le monde connaît plus ou moins les grandes lignes. Faut-il revenir sur l'autrice et ce dont elle a été accusée? J'avoue que alors ce n'est pas forcément le sujet de conversation ici. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps on parlait des auteurs à problème. Du coup elle c'est un auteur à gros problème. Voilà. Est-ce que je la dirais maintenant? En fait non. Parce que en sachant ce qui s'est, enfin de quoi elle était accusée, comment ça s'est passé et qu'apparemment c'est plutôt avéré, j'avoue que j'aurais du mal à prendre un de ses livres et ne pas y penser. Voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est que même si des fois on se dit non, mais voilà, on prend la bibliothèque comme ça, l'auteur ne gagne pas d'argent, je pars plutôt de ce principe-là, moi en général. C'est-à-dire que quand on est contre les idées d'une personne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître ce qu'il a fait ou elle. Au contraire, justement, connais ton ennemi, hein. Mais je ne veux pas financer ces personnes. Voilà, c'est plus ça le truc. Et elle, pour le coup, par contre, j'aurais beaucoup de mal à prendre un livre et à ne pas penser à ce qui s'est passé. Donc du coup, Marion Zimmer Bradley, je pense que du coup, j'aurais dû Je l'ai pas mise dans la liste la dernière fois? Non, je l'ai pas mise. Hein. Voilà, pour moi, c'est une autrice que je ne veux plus lire. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses. Ces bouquins-là, je les ai adorés, mais voilà. Voilà, écoutez, du coup on a fait le tour et je suis très étonnée parce qu'en fait en dehors de un manga et de certains où je me rappelle très vaguement mais pas dans le détail, je me rappelle quand même de pas mal de choses. Par contre du coup je vous ai pas parlé de beaucoup de livres nouveaux il me semble, je crois pas. Mais après, c'est vrai que je suis tombée sur pas mal de mangas. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je pense que ça pourrait être un exercice sympa à refaire. Et éventuellement, un jour où je suis en panne ou tout simplement où j'ai envie par curiosité, de me tester. Voilà. Parce que c'est vrai que j'aime bien me faire des quiz, m'auto-tester, surtout et n'importe quoi. Hein, c'est pas que les bouquins. Et puis surtout, dites-moi si ça vous a intéressé, si vous-même vous voulez le faire. Si vous le faites, mettez-moi les liens ou écrivez-le directement dans les commentaires. Parce que je passe toujours un bon moment quand je peux lire des choses un petit peu longues en plus. Voilà. Et puis, écoutez, sur ce, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde parce qu'il n'y a pas de raison. Je sais pas comment est le temps chez vous, mais ici, c'est tout et n'importe quoi en même temps. Voilà. Donc, là, tout de suite, apparemment, il fait soleil. Alors, ça veut dire que je vais pas me faire arroser en sortant. C'est déjà bien. Et puis surtout, je vous souhaite de très bonnes lectures à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!